Donc rapidement, je donne la parole à Madame Selma Alaoui, directrice du climat des affaires. Et qui dit climat des affaires, ça me fait beaucoup de... Mais heureusement que vous êtes avec nous, puisque nous avons beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, Inch'Allah. Donc vous avez la parole, pris l'occasion. Monsieur Rachid, s'il vous plaît. Merci beaucoup, professeur Rachid, merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi d'être là pour vous présenter la nouvelle charte de l'investissement. Je vous propose qu'on démarre effectivement avec des extraits de Sa Majesté le Roi Abdullah VI, qui a effectivement insisté dans les deux derniers discours d'ouverture parlementaire sur l'investissement comme un secteur prioritaire, d'abord en incitant effectivement l'ensemble des parties prenantes à effectivement adopter le plus rapidement possible une nouvelle charte compétitive de l'investissement, mais également en misant sur l'investissement productif comme levier de la relance économique et aussi comme levier pour améliorer l'attractivité du Royaume pour les investissements privés. Donc, porté par les hautes orientations royales, le gouvernement a effectivement élaboré ce projet de loi, la loi cadre 03-22 portant en charge de l'investissement, et a accéléré effectivement sa mise en œuvre. Donc, il y a eu d'abord le 13 juillet l'adoption du projet de loi cadre en Conseil des ministres. Après, le 29 novembre 2022, son adoption par le Parlement, et puis la publication de la loi cadre bulletin officiel en date du 12 décembre dernier, avec l'adoption du premier décret d'application des dispositifs principaux et stratégiques au Conseil du gouvernement en date du 26 janvier. C'est dire vraiment l'importance de ce projet de loi cadre et l'importance de ce sujet. Il y a eu tout un effort déployé par l'ensemble des membres du gouvernement pour accélérer ce projet de loi cadre et surtout un gros effort pour sortir assez rapidement les textes applicatifs de la loi cadre. Donc j'aimerais revenir effectivement sur les objectifs fondamentaux de cette charte. Donc d'abord, et c'est le second sujet de ces journées de l'investissement et de l'emploi, c'est la création de l'emploi stable. Et justement libérer les énergies et créer des opportunités pour la jeunesse, pour les femmes. Donc le deuxième objectif, c'est la réduction des disparités territoriales pour une meilleure répartition de l'investissement entre les différentes provinces et préfectures du Royaume. En troisième objectif, nous allons retrouver l'orientation de l'investissement vers les secteurs prioritaires et les métiers d'avenir. Le quatrième objectif, c'est effectivement de renforcer le positionnement du Maroc en tant que hub à la fois continental au niveau de l'Afrique, mais aussi à l'international pour capter encore plus d'IDE. Cinquième objectif, c'est effectivement de renforcer l'export et le développement des entreprises marocaines à l'international avec un focus du renforcement de la présence des entreprises marocaines dans le continent africain. Comme sixième objectif de la charte, nous avons un renforcement de l'intégration locale, produire plus, consommer plus localement pour une meilleure intégration. Développement durable, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc est amené à être l'un des champions en matière de décarbonation. Donc il faut encore plus renforcer les projets à caractère durable. Bien évidemment, et j'en suis convaincue, c'est l'amélioration du climat des affaires pour faciliter l'acte d'investir. Nous avons un neuvième et dernier objectif, mais qui est effectivement l'une des ambitions de cette charte, c'est l'accroissement de l'investissement privé. Alors, monsieur le professeur a posé la question tout à l'heure sur est-ce qu'on va vers un investissement privé, est-ce qu'on va vers l'investissement public. La vérité, c'est que c'est un peu des deux. Aujourd'hui, à travers cette charte, l'ambition, c'est effectivement de booster l'investissement privé et d'inverser cette tendance à horizon 2035 pour être conforme avec les recommandations du nouveau modèle de développement. Mais également, l'État va continuer à investir. Donc il y a aujourd'hui, dans le cadre de la loi de finances 2023, il y a près de 300 milliards d'investissements qui sont prévus.
Donc c'est dire que l'État va continuer à justement apporter son soutien à l'économie nationale et investir énormément. Mais cela dit, l'objectif quand même primordial, c'est de booster l'investissement privé et d'augmenter la part de l'investissement privé. Alors, cette loi cadre, elle est structurée autour de 3 axes qui sont complémentaires. Le premier axe repose sur les dispositifs d'incitation. Le deuxième axe, c'est l'amélioration du climat des affaires. Et le troisième axe, la gouvernance. On en a parlé, on l'a évoqué brièvement. La gouvernance est très très importante pour justement s'assurer de l'atteinte de la trajectoire et des objectifs fixés. J'aimerais juste dire, avant de rentrer dans le détail de cette loi cadre, qu'elle est vraiment innovante. Elle est innovante à plusieurs titres. D'abord parce qu'elle a été conçue de manière inclusive. Cette loi cadre et cette nouvelle charte de l'investissement, elle concerne tous les investisseurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux, tous les investissements, qu'ils soient petits, moyens ou grands, mais également elle concerne tout le territoire marocain avec un focus sur l'équité territoriale en matière d'attractivité de l'investissement. Elle est aussi innovante du fait qu'elle a rendu, ou elle a optimisé, on va dire, la gouvernance et surtout, elle l'a territorialisée. Pour la première fois, et je vais en parler tout à l'heure, on donne la possibilité aux acteurs au niveau territorial d'élaborer, de signer des conventions au niveau territorial. Donc il y a vraiment une vraie volonté pour impliquer davantage les acteurs locaux et territoriaux dans la gouvernance et dans l'optimisation de l'investissement. Alors, le premier axe. Nous avons aujourd'hui une nouvelle charte de l'investissement qui comporte 4 dispositifs d'incitation. Donc, nous avons le premier dispositif dit principal qui regroupe 7 primes, donc 5 primes communes, une prime territoriale et une prime sectorielle, dans la limite de 30% du montant d'investissement. C'est vraiment une révolution dans le sens où on n'a jamais atteint ce montant-là, ni ce seuil-là. Donc c'est vraiment pour renforcer l'attractivité du pays et pousser vraiment, libérer les énergies du secteur privé et les pousser à investir davantage. Nous avons un deuxième dispositif dit spécifique qui porte sur les projets stratégiques. Un troisième dispositif spécifique également pour le développement des entreprises marocaines à l'international. Et puis un dernier dispositif, mais pas le moins important, qui porte sur les TPME, donc les très petites, les petites et les moyennes entreprises. Concernant le dispositif principal, donc les critères d'éligibilité pour ce dispositif, nous avons soit on a un projet d'investissement qui est supérieur ou égal à 50 millions de dirhams, avec un seuil d'emploi minimum à créer, qui sera arrêté par un arrêté de monsieur le chef du gouvernement, ou bien on a un projet d'investissement qui crée plus de 150 emplois. Pourquoi on a pris vraiment on a considéré ces 2 cas de figure? Parce qu'aujourd'hui on peut avoir, notamment dans le cadre des projets d'offshoring, c'est des projets qui sont très peu capitalistiques, avec un montant d'investissement qui n'est pas forcément très important, mais qui sont énormément créateurs d'emplois. Donc c'est pour justement booster aussi et pousser ces investissements privés dans le cadre de ces secteurs-là. Donc l'idée c'était pour pouvoir capter un peu l'ensemble des différentes typologies de projets d'investissement. Alors, je le disais tout à l'heure, nous avons 7 primes au total dont peut bénéficier un investisseur privé. Donc les primes communes, une prime territoriale et une prime sectorielle. Concernant les primes communes, donc, elles sont au nombre de 5 et elles portent essentiellement, elles sont en ligne avec les hautes orientations royales, les objectifs du nouveau modèle de développement, mais aussi le programme gouvernemental. Nous pouvons trouver le ratio emploi-capex. Pourquoi on parle de ratio et non pas uniquement de nombre d'emplois? Parce qu'il est tout à fait normal qu'on ne va pas donner des incitations financières de la même manière à un projet, par exemple, de 100 millions de dirhams, mais qui va me créer uniquement 100 emplois, ne pourra pas bénéficier d'autant d'incitations qu'un projet de 100 millions de dirhams, mais qui va me créer 300 emplois. Rappelons-nous que la création d'emplois, c'est l'une des priorités de la nouvelle charte de l'investissement.
Donc il nous paraissait tout à fait logique de raisonner plutôt par ratio afin de donner plus pour les projets qui créent plus d'emplois. On a aussi un ratio genre pour maximiser l'employabilité des femmes. Donc l'investisseur pourra avoir 3% du montant d'investissement primable s'il emploie plus de 30% de femmes dans sa masse salariale. Nous avons également une prime de 3% du montant d'investissement qui pourra être attribuée à tout projet d'investissement qui sera réalisé dans les métiers d'avenir. Donc les métiers d'avenir, on parle de la mobilité électrique, on parle notamment de la biotech, de l'agritech, donc un certain nombre de métiers qui vont être définis d'un commun accord avec l'ensemble des départements ministériels par un arrêté. Et on va retrouver bien sûr les métiers d'avenir qui avaient été identifiés par la commission spéciale et que vous allez retrouver dans le nouveau modèle de développement. Nous avons également une prime spécifique au développement durable. Le Maroc a un potentiel important en matière de développement des énergies renouvelables et il a des objectifs aussi à atteindre en matière de décarbonation. Donc il était tout à fait important pour nous de prévoir une prime spécifique aux projets qui vont être à caractère durable. Et on a effectivement l'intégration locale, donc la dernière prime, pour booster les projets privés qui vont être mieux intégrés localement, qui vont soit produire, soit consommer des composants au niveau local. C'est pour renforcer nos chaînes et les maillons de nos chaînes au niveau national, réduire effectivement le poids sur la balance commerciale du pays et puis renforcer la souveraineté nationale aussi, pour consommer davantage au niveau local. Concernant la prime territoriale, donc vous allez retrouver deux catégories. La catégorie A qui pourra bénéficier de 10%, jusqu'à 10% du montant d'investissement global, et une catégorie B qui pourra bénéficier jusqu'à 15%. Alors vraiment, cette catégorisation s'est faite selon une démarche scientifique et nous avons voulu partir dans le détail, ne pas rester au niveau région. Comme vous le savez, dans une même et seule région, vous pouvez avoir des disparités entre les provinces et les préfectures. Donc l'ambition, c'était d'aller dans le détail, d'aller au niveau des préfectures et des provinces, qui ont été effectivement réitées selon 3 critères: le PIB par habitant, le taux de chômage et le taux de pauvreté. Et donc on est ressorti avec un certain nombre de provinces et de préfectures que vous allez retrouver dans la catégorie A, qui donc pour tout projet d'investissement qui va s'implanter au niveau de ces provinces et de ces préfectures, il pourra bénéficier de 10%. Pour les autres, ils pourront bénéficier jusqu'à 15%. Et tout ceci, c'est vraiment dans un effort de renforcer l'attractivité des provinces et des préfectures qui ont peut-être les moins bénéficié jusqu'à maintenant du développement socio-économique qu'a connu notre pays et leur donner la possibilité de capter des investissements qui peut-être n'auraient pas pu voir le jour au niveau de leur territoire s'il n'y avait pas cette prime et cette incitation à l'investissement. La prime sectorielle, donc l'investisseur pourra bénéficier à hauteur de 5% du montant du CAPEX pour tout investissement qui serait réalisé dans les 10 secteurs prioritaires qui ont été identifiés. Donc je cite le tourisme et loisirs, l'industrie, le numérique, le transport, l'outsourcing, la logistique, l'industrie culturelle, l'aquaculture, les énergies renouvelables, la transformation et la valorisation des déchets. Donc tous des secteurs à fort potentiel pour le royaume, sur lesquels on a envie encore davantage de capter des investissements, et c'est pour ça qu'il y a cette incitation pour pousser les investisseurs à s'orienter vers ces secteurs-là. J'ai voulu partager avec vous aujourd'hui un cas d'illustration pour que ça soit un peu plus parlant. Prenons le cas d'une société qui envisage de construire une usine de biscuiterie dans une province de catégorie A, avec un investissement de 250 millions de dirhams et la création de 300 emplois, avec une masse salariale à 25% constituée de femmes. Donc si on cumule l'ensemble des caractéristiques de ce projet, donc l'investisseur pourrait lui-même calculer l'incitation auquel il pourrait en fait avoir droit, à savoir 23% de son CAPEX
qui pourraient faire l'objet d'une prime à l'investissement. Donc on retrouve effectivement un CAPEX de 250. Donc si on applique la règle de ratio emploi sur CAPEX 300 sur 250, donc ça lui permet de bénéficier à hauteur de 5% de la prime sur l'emploi. Sur le ratio genre, malheureusement, vu qu'il n'est pas 30%, donc il ne bénéficiera pas de cette prime. Les métiers d'avenir, non. Le développement durable, non plus. Mais par contre, étant donné que son projet est situé dans une province de catégorie A, donc il pourra bénéficier justement de la prime territoriale de 10%. Il pourra bénéficier aussi de la prime sectorielle vu que son projet est un projet industriel. Donc tout ça cumulé fait qu'on arrive il peut prétendre jusqu'à 23% du montant de prime par rapport à son CAPEX primable. Concernant le deuxième dispositif, dit dispositif stratégique, donc aujourd'hui, on souhaite aussi que les projets stratégiques bénéficient davantage. C'est des projets soit à caractère souverain, on en a parlé, pour renforcer la souveraineté du royaume, soit une souveraineté alimentaire, soit une souveraineté énergétique, une souveraineté sanitaire. Donc c'est pour renforcer effectivement cette souveraineté au niveau national, ou bien ça peut être aussi des projets à forte capacité d'attraction d'écosystèmes. Donc un projet d'investissement qui va me permettre de capter davantage d'investisseurs et de créer toute une chaîne de valeur pour un domaine ou un secteur donné. Donc bien évidemment, pour ces projets-là, ils vont être négociés au cas par cas, parce que souvent pour ces projets d'investissement, il n'y a pas forcément une demande uniquement en matière de CAPEX. Les investisseurs peuvent demander d'autres choses que juste un montant primable. Ils peuvent être demandeurs d'infrastructures importantes, le fait de devoir développer un port à proximité du projet d'investissement, de développer des voies ferrées. Donc il y a effectivement une négociation qui se fait avec l'investisseur en fonction des besoins et en fonction de l'intérêt du projet pour le royaume. Les critères d'éligibilité, c'est effectivement soit c'est un projet qui est caractérisé qui fait partie du secteur de l'industrie de la défense. Et dans ce cas-là, il est d'office défini comme étant un projet stratégique. Soit c'est un projet dont le montant d'investissement total est supérieur ou égal à 2 milliards de dirhams et qu'il remplisse au moins un des critères qui sont listés sur cette slide. Donc à savoir, effectivement, comme je l'ai dit, il pourra assurer la sécurité hydrique, énergétique, alimentaire ou sanitaire du Maroc. Il va avoir un impact assez important en matière de création d'emplois directs ou indirects. Un impact considérable sur le rayonnement à l'international et le positionnement stratégique du royaume. Et puis aussi des effets d'entraînement sur le développement d'écosystèmes, ou bien ça permettra en fait de développer ou de capter des technologies avant-gardistes pour le royaume, qu'il a tout intérêt à capter. Le troisième dispositif, celui dédié au développement des entreprises marocaines à l'international. Donc là, effectivement, conformément aux orientations de Sa Majesté, c'est pour renforcer le rayonnement économique du Maroc à travers le monde, avec effectivement, si je puis dire, une spéciale dédicace à l'Afrique. On souhaite que nos entreprises marocaines s'exportent davantage en Afrique. Elles ont le potentiel pour, elles sont déjà présentes, elles ont énormément d'expérience et d'expertise à partager avec nos amis et confrères du continent africain. Le dispositif dédié aux très petites et moyennes entreprises. Donc l'ambition, c'est effectivement à travers ce dispositif d'accompagner les petites, les moyennes et les très petites entreprises, leur simplifier l'accès au financement, de définir des mesures d'accompagnement. Il y a toute une réflexion aujourd'hui qui est menée au niveau d'un certain nombre de départements. Vous avez le département d'investissement, mais vous avez le département de l'inclusion économique, de la petite entreprise et de l'emploi. Vous avez également le département du commerce et de l'industrie qui a aujourd'hui sous sa tutelle Maroc PME. Donc vous avez un certain nombre d'acteurs du gouvernement qui sont aujourd'hui très fortement impliqués dans la définition de ce dispositif pour créer une nouvelle génération d'entrepreneurs et accompagner davantage
cette catégorie d'entreprises qui ont vraiment besoin d'un soutien et d'un accompagnement spécifique. Alors j'arrive au terme de l'axe 1. Concernant l'axe 2, l'amélioration du climat des affaires, il était nécessaire dans le cadre de cette charte, de prévoir à la fois des incitations financières, mais toutes seules, elles ne sont pas suffisantes pour vraiment donner un boost et améliorer de manière significative l'investissement. Un travail est prévu également de fond sur l'amélioration du climat des affaires, avec en priorité la simplification des procédures et la déconcentration administrative pour simplifier le parcours de l'investisseur. Nous avons également la facilitation de l'accès au foncier. Comme vous le savez, le foncier, c'est un peu le nerf de la guerre pour l'investisseur. Donc il faut lui donner la possibilité d'accéder à un foncier à un prix compétitif et bien localisé. Nous avons aussi le renforcement de la compétitivité logistique, qui est un des leviers majeurs d'installation des investisseurs au niveau national. La diversification des modes de financement, la promotion des activités de R&D et d'accès aux nouvelles technologies, la mise en place d'offres de formation adaptées pour répondre encore davantage aux besoins des investisseurs qui souvent demandent des qualifications particulières ou une main-d'œuvre avec un certain type de formation. Donc l'idée, c'est de renforcer davantage l'offre de formation et puis bien évidemment la promotion du recours aux énergies renouvelables. Donc aujourd'hui, il y a déjà eu un gros travail qui a été lancé en 2022 en matière de simplification des procédures et de déconcentration administrative pour simplifier le parcours de l'investisseur. Bien évidemment, c'est un chantier de longue haleine. Donc il y a eu un démarrage qui va se poursuivre, bien évidemment, Inch'Allah, cette année, l'année prochaine, avec une feuille de route qui est en cours d'élaboration et qui va être incessamment validée et présentée. La gouvernance est un sujet important parce que ça permet justement un portage pour l'investissement, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà justement de la création d'un département dédié à l'investissement, il y a eu aussi un élargissement des prérogatives dans le cadre de la nouvelle charte de l'investissement, de la Commission nationale de l'investissement, et aussi qui lui a donné en fait la possibilité de se prononcer sur le caractère stratégique. Donc ça va être la Commission nationale de l'investissement qui va se prononcer sur le caractère stratégique ou pas d'un projet d'investissement, qui va certes continuer à valider les conventions d'investissement qui sont signées entre l'État et les investisseurs, avec une mission aussi de suivi et d'évaluation de la mise en œuvre de la nouvelle charte de l'investissement. Donc l'idée, c'était de quelque part tirer les enseignements de l'ancienne charte, qui date d'il y a 26 ans. Donc il était aujourd'hui important de mettre en place une nouvelle charte de l'investissement qui soit plus adaptée par rapport aux enjeux macroéconomiques à la fois nationaux et internationaux, mais surtout que cette charte puisse comprendre les grands principes clés et les grands objectifs fondamentaux de la politique de l'État en matière d'investissement, mais que tous les éléments de détail soient plutôt repris dans le cadre de textes applicatifs, que ce soit des décrets, des arrêtés. Tout ceci, c'est pour pouvoir ajuster, le cas échéant, en fonction des priorités du gouvernement, en fonction des priorités nationales, en fonction du contexte international, laisser une marge de manœuvre pour pouvoir ajuster justement quels sont les secteurs prioritaires qui vont être visés par l'État, quels sont effectivement les secteurs qu'on souhaiterait booster ou pas. Donc cette modularité était importante pour pouvoir, le cas échéant, ajuster et surtout évaluer l'impact de la mise en œuvre de cette nouvelle charte. Donc je le disais tout à l'heure, une des innovations majeures, c'est aussi la déconcentration du processus d'élaboration et d'approbation des conventions. Donc pour tout projet d'investissement inférieur à 250 millions de dirhams, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir accéder au dispositif principal, le critère d'éligibilité, c'est 50 millions de dirhams. Donc pour tous les projets d'investissement entre 50 millions de dirhams et 250 millions de dirhams, ils pourront effectivement être traités au niveau régional par les acteurs régionaux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui.
J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la charte de l'investissement. Et nous comptons bien évidemment sur l'ensemble des parties prenantes dans le cadre de l'opérationnalisation. Cette opérationnalisation, elle est en marche. Nous avons impliqué en tant que département l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse de parties prenantes au niveau central comme au niveau territorial, qu'il s'agisse de secteur public comme de secteur privé, parce qu'aujourd'hui cette charte, c'est la charte de tout le monde, et la réussite de ce chantier important et stratégique pour notre pays, qui est celui de l'investissement, c'est l'affaire de tous, c'est pas l'affaire d'un seul département ou de deux départements. Donc la réussite, ça sera la réussite de toute une nation, Inch'Allah, pour ce chantier structurant.